Bonjour chers élèves, donc on se retrouve pour ce petit B, la monarchie absolue, la question religieuse, donc 1610-1715, donc cette deuxième partie, qui ça va être un peu plus court que la première partie, vous verrez, parce qu'il y a moins d'événements à décrire, il y a beaucoup moins de personnages, puisqu'on va avoir deux, peut-être trois personnages vraiment qui vont être importants à cette époque-là, finalement, là on avait des règnes très courts, des périodes de guerre civile, des concurrences par rapport au pouvoir royal. Là, on a une époque où justement la monarchie absolue s'impose véritablement, donc on n'a que deux souverains. Deux souverains, par contre, qui auront la même caractéristique, c'est qu'ils sont arrivés au pouvoir très jeunes, à cause de la mort précoce de leur père. Ce qui fait que finalement, ils ont dû quand même s'imposer pour arriver au pouvoir, ce qui leur donne une sorte de conception relativement autoritaire finalement de ce qu'ils doivent faire. Donc ces rois, donc c'est d'une part Louis XIII. Louis XIII, il règne de 1610, donc la mort d'Henri IV, jusqu'en 1643, donc son propre décès. Il va avoir deux fils, donc il y en a un que vous connaissez évidemment bien, c'est fils et Louis XIV. Louis XIV lui-même va finalement arriver donc au pouvoir très jeune, encore plus jeune que son père, puisqu'il arrive finalement au pouvoir à 5 ans. Et il va avoir un règne extrêmement long, puisqu'il règne de 1743 à 1715. Alors, je ne suis pas prof de maths, mais en tout, ça fait 72 ans. 72 ans, ça en fait le règne le plus long de l'histoire de France et l'un des règnes les plus longs de l'histoire de l'Europe. À titre de comparaison, si on compare avec la charmante jeune femme que vous avez sur la droite, elle, c'est la reine Elisabeth II qui règne depuis 68 ans. Évidemment, donc depuis cette époque-là, elle a un petit peu changé. Et il est possible qu'elle batte Louis XIV, on verra bien. Elle a battu la Seconde Guerre mondiale. Elle battra peut-être sans doute le Covid-19. Ce sera à voir. Revenons donc à ce qui est plus important, donc aux choses sérieuses. Donc, vous vous souvenez un petit peu donc de la paix de l'édit de Nantes. On a une paix qui est tolérante envers les protestants, avec notamment la garantie qu'ils vont posséder ce qu'on appelait à l'époque des religions des places fortes, des places de sûreté finalement, qui vont rester des lieux protestants. Sauf que finalement, dans le contexte d'une monarchie absolue qui voit finalement, donc qui veut affirmer l'autorité de l'État, l'obsession finalement de tous les rois de France, et en particulier elle se développe notamment avec Louis XIII, c'est effectivement de casser une fois pour toutes tous les contre-pouvoirs. Tout ce qui est les pouvoirs des grands nobles et aussi les pouvoirs des grandes villes. C'est pour ça que finalement, ces espèces de places de sécurité protestantes qui sont quasi indépendantes, qui font à peu près ce qu'elles veulent, ça embête le pouvoir royal. C'est plus pour une question d'autorité que pour une question de religieux. C'est pour ça que en 1627, on a donc le cardinal de Richelieu, qui est le premier ministre du roi de France. C'est aussi le méchant dans les Trois Mousquetaires, même si c'est un peu plus compliqué que ça dans le roman. En fait, finalement, le cardinal de Richelieu, c'est un grand homme d'État français qui peut être un peu impitoyable dans l'histoire des Trois Mousquetaires, qu'il l'était aussi dans la réalité, mais c'est avant tout un très grand homme d'État, finalement. C'est l'une des deux têtes, finalement, qui est à la tête du royaume de France, en partenariat avec Louis XIII, qui est souvent présenté aussi dans les adaptations des Trois Mousquetaires comme une sorte de bouffon un peu ridicule et un peu efféminé. Dans la réalité, ce n'était pas du tout le cas. Effectivement, on a une sorte de concorde entre ces deux hommes, donc le cardinal de Richelieu et Louis XIII, pour finalement contrôler le royaume, y compris au niveau guerrier. C'est vrai que Louis XIII est plutôt bon pour les campagnes militaires, pas très bon pour les sièges, ce qui fait que c'est Richelieu qui va assumer ce siège de La Rochelle, qui s'inscrit aussi dans un conflit avec l'Angleterre, puisque La Rochelle, ça ne vous aura pas échappé, c'est un port, et que ce port, les Anglais, finalement, le verraient bien comme une sorte de pied-à-terre pour envers la France, ce que, évidemment, le pouvoir royal ne pourrait tolérer. Donc, finalement, ce siège de La Rochelle se termine un an plus tard, en 1628, et on impose, finalement, la paix du roi, on autorise les protestants à avoir leur culte, mais en langage moderne, à pas trop la ramener. Mais effectivement, c'est l'idée d'en finir avec ces places de sûreté, ce qui fait que les protestants n'ont plus de refuge. Alors, Louis XIV. Louis XIV, c'est un roi très chrétien, très religieux. Et sa décision, sans doute, qui est la plus controversée aujourd'hui, c'est celle finalement sur laquelle on appuie pour dire que c'est un abus de pouvoir, parce que dans nos yeux, l'édit de Nantes est une sorte de modèle de tolérance, alors que
sa révocation, puisque c'est ça dont on a parlé en 1685 par l'édit de Fontainebleau, c'est effectivement donc là l'obscurantisme, l'intolérance qui revient, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors je vous lis un petit peu le texte. Le 22 de ce mois, on publia ici un édit du roi par lequel Sa Majesté a révoqué l'édit de Nantes donné en faveur de ceux de la religion prétendue réformée. Sa Majesté défend par cet édit de faire aucun exercice public de cette religion et ordonne que tous les temples soient démolis. Sa Majesté ordonne à tous les pasteurs de sortir du royaume dans 15 jours et leur défend de faire pendant ce temps aucun prêche sous peine de galère. Alors les galères, hein, c'est finalement, c'est pas juste un mot que disons la difficulté, puisque c'est comme ça que ça s'exprime maintenant. La peine de galère, c'est qu'en fait, à l'époque, la flotte royale, elle est composée donc de galères, de grands vaisseaux à rame, et que ben, les galériens, ceux qui rament, ceux qui font ce boulot extrêmement difficile, c'est les prisonniers, c'est les condamnés. En fait, c'est l'équivalent ancien du bagne. C'est les travaux forcés, les galères, avec un taux de survie très très faible. Donc, c'est là l'origine de l'expression moderne. C'est la galère, ça vient de là. Donc, Sa Majesté interdit toutes les écoles particulières pour les enfants de ceux de la religion prétendue réformée. Ceux qui naîtront seront désormais baptisés par les curés des paroisses et élevés dans la religion catholique. Gazette de France, octobre 1685. Donc, c'est l'exact opposé de l'édit de Nantes. Alors, pourquoi Louis XIV fait ça? Comme je vous disais, il est très chrétien. Et il y a cette idée, finalement, et là, on parlait tout à l'heure d'Henri IV, qui justement avait voulu mettre l'édit de Nantes en place aussi pour prouver que c'est lui qui était aux commandes. Bah, Louis XIV, il agit un peu dans la même logique. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo en lien qui se passe au château de Versailles, donc c'est un peu plus sympa que le cadre que je vous propose, qui revient un petit peu plus en détail là-dessus. L'idée de Louis XIV, c'est la religion chrétienne, catholique, c'est la religion du roi, elle doit s'imposer partout. C'est une manifestation de l'autorité royale. Et pour ce faire, bah, on va envoyer finalement donc, ce qu'on appelle des dragons. Bon, c'est beaucoup moins classe que dans Game of Thrones, hein, les dragons, parce que moi aussi, quand j'étais tout petit, je croyais que les dragons, quand on parlait de ça, c'était les grandes bestioles. Non, 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 on est dans la réalité. Les dragons, c'est les soldats du roi. C'est une sorte de régiment donc royal. On en aura jusqu'à Napoléon, finalement, équipé, comme vous le voyez là. C'est notamment des cavaliers. C'est un régiment de cavaliers qui vont être chargés d'aller finalement donc dans les régions protestantes et de convertir par la force en occupant finalement les maisons des protestants jusqu'à ce qu'ils les convertissent. C'est pour ça que là, vous voyez évidemment cette caricature avec l'idée que finalement, évidemment, cette conversion est tout sauf volontaire. La plupart des protestants, ils n'ont pas le choix, ils vont se convertir de force. On aura ce qu'on appelle des assemblées clandestines dans ce qu'on appelle les déserts à l'époque. Les déserts, en fait, c'est les maquis, c'est les montagnes finalement du sud-ouest où les protestants se réfugient clandestinement pour faire leur culte officiel. D'ailleurs, ça aura quelques conséquences, hein. Il y en a ça beaucoup d'historiens qui pensent aujourd'hui que s'il y a beaucoup de protestants qui ont caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que finalement, aider des communautés persécutées pour des raisons donc, raciales ou religieuses, c'est finalement une cause avec laquelle ils pouvaient évidemment sympathiser. Il y a une autre conséquence là-dessus, c'est que il y a beaucoup de protestants qui vont faire le choix de fuir le royaume, de quitter le royaume de France. Notamment, par exemple, pour nous, Normands, il y en a beaucoup qui vont aller en Angleterre ou en Amérique du Nord. Donc il va y avoir une grande ou pour le sud-est, ça va plutôt être la Suisse. Notamment pour des raisons de langue, c'est plus facile. Et finalement, ces Français, ça va former des communautés françaises. C'est l'une des rares cas d'émigration relativement importante et relativement massive. Alors, pour expliquer le geste de Louis XIV, comme je dis, c'est une question d'autoritarisme. C'est aussi parce que quelque part, il y a des gens dans sa cour qui insistaient sur le fait que c'était pas trop mal et qu'en plus, on a le problème qu'on a dans beaucoup de régimes autoritaires. Et là, je pense qu'on peut faire un petit lien avec l'actualité, avec le coup du Covid-19. On peut penser que finalement, dans un régime comme celui de la Chine, certains rapports ont pu être étouffés au début, ou aussi on a pu avoir finalement des limitations, des dégâts par les premiers rapports. Là, c'est un peu pareil. C'est que finalement, on sait très bien que le roi, ce qu'il veut entendre, c'est qu'il n'y a plus de protestants, ils ont été convertis en masse. Et finalement, on lui raconte un petit peu des salades. Le roi, quelque part, il entend ce qu'il veut entendre, à savoir, il n'y a plus trop de protestants, donc cet édit-là, il ne va pas poser de problème. Dans la réalité, c'est différent. Et ça va un peu entacher son pouvoir.
enfin, pardon, son règne, parce qu'au niveau du pouvoir, justement, finalement, au niveau de l'histoire telle qu'elle était vécue par les gens, ça fait que confirmer finalement que Louis-Quatorze est le plus puissant souverain d'Europe. Et finalement, qu'il est le roi de tous les Français, qui doit faire comme il veut. Donc voilà, on a donc un pouvoir qui finalement s'est extirpé de ses querelles religieuses par le haut, qui a imposé son autorité à ses sujets, souvent de manière délicate, mais qui a fini par le faire de manière efficace, malgré la casse. Et donc la prochaine fois qu'on se retrouvera pour une vidéo, je pense que je vais peut-être pas faire de la théorie, je vous proposerai peut-être une correction de l'activité que je vous avez donnée sur la carte de France, et peut-être une idée finalement sur une autre activité, la plus en lien avec l'histoire, histoire de varier un petit peu les vidéos et de ne pas faire juste de la prise de notes. Donc j'espère que ça vous a intéressé un petit peu, et je vous dis à la prochaine fois.